Euh, les barrages qui sont faits en ville. Ah ouais, Karen est arrivée. Voilà. Merci de vous installer. Je vais faire l'appel. Je vais prendre mes lunettes. Donc Françoise présente. Louis présent. S'il vous plaît. Marc présent. Géraldine Soretta. Allez. Elle est présente. Lionel, Anne-Cécile, Benoît, Karen, Jacques, Maria, André, Jean-Luc. Sylvie est-elle arrivée? Alors, elle vient de nous dire qu'elle arrive. Jean-Marie est excusé et donne pouvoir à Karen Lançon. Rolla, Michael, Delphine Penaud n'est pas là pour l'instant. Stéphane Lefebvre, Soisy-Gruise est absente, excusée et donne pouvoir à Marc Droguet. Anaïs n'est pas là. Valentin, Alain, Martine Evin est excusé et donne pouvoir à Loïc Laridon. Thomas Maréchal, Loïc Laridon, Mangala Tual, Stéphanie Brault va probablement nous rejoindre. Et Catherine Sorin est excusée et donne pouvoir à Thomas Maréchal. Avant de commencer le conseil municipal, vous informez que la délibération inscrite au point numéro 7 qui concerne la reconnaissance de propriété de la bannière Saint-Convoyant, je la retire, puisqu'il y a eu un élément supplémentaire, une discussion, et donc on la présentera, je l'espère, au prochain conseil municipal. Il en va d'une subvention de la région, c'est ça. Et donc, il faut mieux cerner le sujet. Voilà. D'une part, donc je retire cette délibération et préciser aussi que suite au comité social territorial du 30 septembre dernier, la délibération sur la mutuelle communale a été ajustée en fonction de l'avis donné par le CST et la version actualisée de la délibération a été déposée sur idée libre et vous l'avez probablement vu. Concernant le procès verbal, il a été mis en ligne le 30 septembre. L'approuvez-vous, étant entendu qu'il est arrivé un petit peu tard, mais il était court et puis on a essayé de le faire rapidement. Est-ce qu'il y a opposition à ce que nous le validions ce soir? Non? Y a-t-il des remarques? Donc, il est... Les deux... Ah oui, il y a celui du 3 juillet, mais ça, c'est plus ordinaire. Je revenais sur le dernier. C'est le dernier qui avait un peu de retard. Donc, on les approuve. Donc, sur les 2 de juillet, c'est bon? Pas de remarques particulières? Ils sont approuvés. Je vous remercie. Je vais désigner un secrétaire de séance et je vais demander si on est d'accord à Géraldine Denigaud d'être secrétaire. Ça va, Géraldine? Très bien. Voilà, eh bien, je vous propose de nous engager dans la lecture d'abord des décisions municipales, enfin d'une lecture dont on a convenu depuis longtemps, d'une lecture dont nous abstenons. Avez-vous des remarques particulières sur les décisions municipales qu'elles concernent? Pas de remarques particulières? C'est bon, je vous remercie. Je crois qu'il y a eu des questions sur certains sujets, mais vous avez eu des réponses, me semble-t-il. Je pense qu'elles concernaient, mais j'ai eu ça cet après-midi, donc j'ai eu à peine le temps de le lire. Donc c'est fait. Avis du conseil municipal, première délibération, donc sur le projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine à Redon et Saint-Nicolas de Redon. SNCF Réseau porte actuellement un projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine, ouvrage situé à cheval sur les territoires communaux de Redon et Saint-Nicolas de Redon. L'opération a pour objectif le remplacement des tabliers métalliques du pont-rail, construit initialement dans les années 1860. Au fil du temps, le pont a connu quelques évolutions, dont le remplacement de la travée principale franchissant le fleuve en 1935. Il s'avère que l'ouvrage, dont l'état est suivi de manière régulière et instrumenté
par SNCF Réseau laisse apparaître de nombreux désordres. À moyen terme, en l'absence de remplacement du pont, l'évolution des pathologies observées nécessiterait des opérations de maintenance corrective récurrentes et pourrait conduire à imposer des restrictions de circulation importantes, vitesse et tonnage, pouvant aller jusqu'à une interdiction totale des circulations des trains. C'est pourquoi le pont-rail sur la Vilaine doit obligatoirement être remplacé afin de pérenniser l'infrastructure et lui permettre de conserver un fonctionnement optimal. Cette opération est programmée par SNCF Réseau dans le cadre de sa politique nationale de maintenance préventive des ouvrages d'art. Le coût de l'opération sera intégralement supporté par le maître d'ouvrage. La réalisation des travaux est prévue à partir du mois de janvier 2026 jusqu'en mai 2028. Donc une opération lourde et longue, avec un remplacement effectif des tabliers au mois d'octobre 2027 lors d'une phase de travaux en continu qui s'étalera sur 7 jours. Ce qui me fait dire qu'il y aura concomitance de 3 chantiers dans une zone assez rapprochée. Le chantier de l'abbatiale qui devrait reprendre dans les prochains mois, d'une part. D'autre part, le chantier du lycée Saint-Sauveur pour la construction d'un nouveau bâtiment. Et troisième chantier, celui de la SNCF, concomitance, ce qui a justifié que nous rencontrions évidemment, on les rencontre régulièrement, les trois porteurs de projets pour nous accorder sur les zones dites de chantier et des périphéries pour permettre, quand bien même elle sera contrainte à certains moments, la circulation alentour. Durant cette phase exceptionnelle de travaux d'une durée de 127 heures qui se déroulera du dimanche 24 octobre 2027, 23 heures, au samedi 30 octobre, 6 heures, les circulations ferroviaires seront totalement interrompues sur cette partie de la ligne. Une solution de transport de substitution sera toutefois mise en place. Nous avions connu cela lors de la construction et travaux du pôle d'échange multimodal. Vous vous en rappelez tous, pour notamment la construction du souterrain. Les travaux d'ouvrage d'art qui seront réalisés seront accompagnés de travaux ferroviaires, voies, caténaires, signalisation et télécom nécessaires à leur réalisation. Ainsi, le projet de régénération du pont-rail sur la Vilaine prévoit le remplacement des tabliers actuels à pose de voie directe par des nouveaux tabliers à pose de voie ballastée, la suppression des 2 appuis existants du côté de Saint-Nicolas-de-Redon et la création d'un seul nouvel appui, le renforcement des autres appuis existants, le remplacement des câbles réseau de signalisation ferroviaire et télécom. Dans le cadre de ce projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine, il est actuellement procédé à une enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral en date du 7 août 2025 qui se déroule en mairie de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon du 5 septembre au 7 octobre 2025 inclus. Il s'agit d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions du Code de l'environnement, préalable à la délivrance par les préfets de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine d'une autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, avec étude d'impact, valant également absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, ainsi qu'autorisation au titre du Code du patrimoine concernant les projets d'infrastructures terrestres linéaires de transport. À l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur établira un rapport dans lequel seront synthétisées les observations du public, ainsi que, le cas échéant, les réponses de SNCF Réseau aux remarques ou questions du public et du commissaire enquêteur. Ainsi, SNCF Réseau est tenu par ses engagements figurant dans le dossier d'enquête publique et ce qui pourrait ressortir des conclusions de cette enquête. Une déclaration de projet sera publiée par SNCF Réseau à cet effet dans la continuité de la procédure d'autorisation environnementale. Face à l'inquiétude des riverains, essentiellement les habitants du quartier de la digue nord à Saint-Nicolas-de-Redon, nous avons reçu à ce sujet un courrier du collectif qui s'est constitué. Au sujet des nuisances générées par le chantier, SNCF Réseau a déjà précisé que les travaux seront réalisés majoritairement en semaine et de jour sur toute la durée prévisionnelle de l'opération de janvier 2026 à mai 2028. Les travaux de nuit seront limités au strict nécessaire, suivant les contraintes techniques et de sécurité du chantier, par exemple travaux faisant obstacle à la circulation des trains pendant la journée. En revanche, la phase de remplacement des tabliers aura nécessairement lieu en continu du jour et de nuit, du 24 au 30 octobre 2027, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Enfin,
SNCF Réseau envisage la tenue d'une nouvelle réunion publique préalable au démarrage des travaux à l'automne 2025, après l'enquête publique, au cours de laquelle seront données des informations plus précises sur le déroulement du chantier. SNCF Réseau prévoit également, sur cette même période, une nouvelle rencontre spécifique avec les riverains directement impactés par les travaux de remplacement du pont-rail. Dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale prévue par le Code de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article nommé, le préfet de Loire-Atlantique sollicite l'avis du conseil municipal des deux communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Il appartient donc maintenant à la commune de Redon d'émettre un avis sur le projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine porté par SNCF Réseau. Le conseil municipal, vu le code et les articles désignés, vu le dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, avec étude d'impact, absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences, Natura 2000 et autorisation à titre du Code du patrimoine concernant les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport déposés par SNCF Réseau auprès des services de l'État concernant le projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine à Redon et Saint-Nicolas de Redon, vu l'arrêté préfectoral, vu le dossier soumis à l'enquête publique, vu le courrier du préfet de Loire-Atlantique sollicitant l'avis du conseil municipal de Redon, vu la présentation du projet à la commission aménagement du territoire et urbanisme, habitat et mobilité, développement durable et transition écologique du 29 septembre dernier, considérant que le remplacement du pont-rail sur la Vilaine est une opération programmée par SNCF Réseau dans le cadre de sa politique nationale de maintenance préventive des ouvrages d'art, considérant qu'il s'agit d'un chantier indispensable afin de pérenniser l'infrastructure et lui permettre de conserver un fonctionnement optimal, faute de quoi la dégradation continuelle du pont conduirait SNCF Réseau à imposer des restrictions de circulation importantes pouvant aller jusqu'à une interdiction totale des circulations ferroviaires. Nous pourrions ajouter que par ailleurs, cela conforte le pôle d'échange multimodal de Redon. C'est un investissement conséquent qui avoisine les 66 millions d'euros au total. Je vais vous proposer donc d'émettre un avis favorable au projet de remplacement du pont ferroviaire sur la Vilaine situé sur le territoire des communes de Redon et Saint-Nicolas, porté par SNCF Réseau, tel qu'il est présenté dans le dossier soumis à enquête publique, et dire que la présente délibération sera transmise au préfet de Loire-Atlantique, chargé de conduire la procédure d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau. Voilà, mes chers collègues, délibération qui nous concerne, qui impacte la ville, en tout cas pendant la durée du chantier, et qui renvoie à ce que je disais, la modernisation du réseau et la confirmation du pôle central, carrefour ferroviaire de Redon. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? C'est bon? Oui? Non? Si, bien sûr, c'est bon. Juste si on pouvait avoir la confirmation de ce coût de 66 millions qui oui, me paraît parce que j'ai hésité quand j'ai entendu. Très conséquent. C'est pas le coût que j'avais en tête. C'est pas le coût que j'avais en tête. Et je ne vais pas l'avoir ici. Ouais, oui, quand j'étais à 20, j'ai commencé à 66. Bon, j'ai dû oublier quelque chose. Là, j'ai 20 et 66. Je me suis dit, bon, c'est pas l'information que j'avais. C'est pas les échanges que j'avais avec la SNCF. Peut-être qu'il y avait-il autre chose. Peut-être une nouvelle gare. Un nouvel hôpital, peut-être ou demander à la SNCF un complément, qui est une société, dit-on, assez rentable. Les gens, d'ailleurs, je lisais dans le journal une manchette qui disait que les usagers étaient surpris des coûts des transports pour la période de Noël. Donc voilà, on augmente les prix. Mais c'est un autre sujet, c'est pas le nôtre. D'autres questions, remarques? Donc, on est d'accord. Merci Loïc de la question, parce que j'étais pas sur le même niveau. Y a-t-il des questions, remarques? C'est bon? On y va? On vote? Qui est pour? Merci. Je vais passer à la deuxième délibération qui concerne la signature d'une convention avec l'État pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale à l'occasion
des prochaines échéances électorales. Dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars, l'État confie à la ville de Redon, comme il a d'ailleurs l'habitude, l'organisation matérielle de la mise sous pli de la propagande électorale adressée aux électeurs redonnais et du colisage des bulletins de vote à destination des bureaux de vote. Une convention entre l'État et la ville de Redon établie en application des articles du Code de la commande publique et du Code électoral qui fixe les modalités de cette prestation de mise sous pli de colisage. Donc vous avez ensuite eh bien, le tarif par électeur tel qu'il est envisagé, le colisage et l'inscription des crédits en dépenses et en recettes sera prévue au budget primitif ville de l'exercice 2026. Je vous propose de m'autoriser à signer la convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale des élections municipales du 15 et 22 mars telle qu'elle est présentée en annexe. Et j'ajoute donc, comme je viens de le dire, que les crédits et en dépenses et recettes seront inscrits au BP 2026. Y a-t-il des questions, remarques sur ce sujet? C'est bon, on vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Louis Lecause, production d'énergie photovoltaïque, avance de trésorerie 2025 et dissolution du budget annexe au 1er janvier 2026. L'an 2025, le 2 octobre à 18h, le conseil municipal de Redon-du-Mans, convoqué le 22 septembre, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, lieu habituel de ces séances sous la présidence de M. Pascal Duchesne. Alors, le budget annexe production d'énergie photovoltaïque a été institué en 2012 sous la forme d'une régie avec autonomie financière, ce qui implique un compte de trésorerie spécifique pour ce budget fonctionnant avec des avances remboursables du budget principal dont la durée d'amortissement a été portée en 2023 à 30 ans. Or, afin d'assurer une trésorerie suffisante au budget annexe production d'énergie photovoltaïque pour régler les dépenses de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques de l'école Charlie Chaplin, il est nécessaire de verser une avance complémentaire du budget principal ville au budget annexe production d'énergie photovoltaïque pour un montant de 35 500. Par ailleurs, la loi numéro 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation et des personnes dites loi d'ADU, c'est ça, a levé l'obligation de constitution d'un budget annexe pour suivre l'activité de production d'énergie renouvelable. La création d'une régie avec autonomie financière n'étant plus obligatoire, ceci est très important, les opérations des services de production d'énergie renouvelable peuvent donc dorénavant être suivies directement au sein du budget principal de la collectivité. Ainsi, la collectivité peut décider de dissoudre son budget rattaché spécifiquement créé pour le suivi de cette activité. Donc, vous voyez bien, il existe quelque chose, maintenant, on change. Pour cela, selon les dispositions de l'article R 2221-17 du Code général des collectivités territoriales, une délibération doit être prise précisant la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Alors, les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ces résultats de la reprise des résultats de la régie par délibération budgétaire. Donc le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 30 avril 2025, vu la présentation en commission finances le 17 septembre 2025, ayant entendu l'exposé de son rapporteur après en avoir délibéré, alors décide
de verser une avance remboursable du budget principal ville vers le budget production d'énergie photovoltaïque à hauteur de 35 500 au titre de l'exercice 2025. Première opération, met fin à la régie autonome production d'énergie photovoltaïque au 31 décembre 2025, dit que l'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes du budget principal de la commune et décide de dissoudre le budget annexe production d'énergie photovoltaïque à compter, et là la date est donnée, du 1er janvier 2026. Donc vous voyez maintenant, il n'y aura plus ce budget annexe, mais ça sera incorporé au budget général. Oui. Voilà, merci. Oui, alors cette décision est autorisée, donc permise par le code. Ça va nous simplifier la tâche, étant entendu que donc intégration du budget annexe au budget général. Outre que ce seront des délibérations en moins, ce sont aussi des réunions préparatoires en moins. Ce qui ne veut pas dire que nous ne rendrons pas des comptes en commission, voire en conseil municipal, sur le sujet des énergies photovoltaïques de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions, remarques sur ce sujet? C'est bon? On vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions, soit 6 abstentions. Merci. Louis, DM numéro 2, exercice 2025 du budget ville. Alors, au budget ville, donc, afin d'enregistrer l'ensemble des écritures comptables requises sur l'exercice 2025 et ou d'affiner les prévisions budgétaires en fonction de nouveaux éléments, une décision budgétaire modificative doit ajuster les crédits du budget principal ville. D'où le conseil municipal, donc vu le code général, vu l'instruction comptable M57, vu la délibération du 3 avril 2025 approuvant le budget primitif ville 2025, vu la délibération du 3 juillet 2025 adoptant la décision budgétaire modificative numéro 1 du budget principal ville 2025, vu la présentation en commission finances, là encore, de 17 septembre 2025, ayant entendu l'exposé de son rapporteur après en avoir délibéré, eh bien, adopte la décision budgétaire modificative numéro 2 du budget ville de l'exercice 2025, telle qu'elle est présentée en annexe et qui s'équilibre comme suit. Donc, vous avez, alors, si vous voulez suivre, vous avez deux façons. Vous prenez cette page que vous avez là, page 14, là, qui suit, ou alors vous avez un autre document qui donne des explications. Ainsi, par exemple, pour les dépenses de fonctionnement, si vous avez en main, il y a d'abord le compte 6817, dotation ou dépréciation des actifs circulants, un complément de provision pour créances douteuses 363,31 qui vient augmenter ce qu'on avait déjà donné. Les travaux exécutés d'office dépenses, des travaux d'office rue en sécurité, mise en sécurité d'une toiture au 26 place Sainte-Anne avec un coût de 5 417,76 €. Et du coup, le virement, on en a parlé, à la section d'investissement, 35 500, soit un total des dépenses de 41 281,11 €. Des recettes de fonctionnement, eh bien, autre contribution directe, 35 000. Alors, on a la notification des rôles supplémentaires de fiscalité locale en juillet 2025, qu'on nous a revenu, un montant de 35 863,35 €, qui vient ainsi augmenter notre avoir, mais enfin qu'on va dépenser puisqu'il y a des dépenses à faire. Il y a travaux exécutés d'office, les recettes, travaux d'office mise en sécurité d'une toiture du 26, on en a parlé tout à l'heure, de 5 417,76 €. Donc on arrive à un total de recettes de fonctionnement de 41 291,11 €, équilibre avec donc la dépense.
En investissement, les prêts et immobilisations financières autres établissements publics, une avance de trésorerie pour budget photovoltaïque, on en a parlé tout à l'heure, 35 000 euros. Et vous avez après l'installation matérielle et outillage, réintégration des frais d'études et immobilisation, c'est 100 000, on arrive à un total de 135 000. Et ensuite, en recettes d'investissement, il y a des frais d'études, opérations patrimoniales, intégration des frais d'études et immobilisation pour 100 000. Ça, les deux s'annulent. Et vous arrivez donc à un total de 135 000. Donc, vous voyez, il y a un équilibre complet sans problème. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou remarques sur cette DM numéro 2 vue en commission? Pas de remarques particulières, pas de questions non plus. Eh bien, on va la voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Il me semble que tout le monde n'a pas voté. Si? C'est bon? Donc, abstention? Ok, autant pour moi. Merci. Louis, mutuelle santé des agents de la ville. Je vous disais donc en introduction que cette délibération a été ajustée suite à l'avis du CST du début de semaine, lundi dernier, exact. Voilà, donc il fallait la passer et elle a été ajustée au vu de cet avis. Louis. Oui. Alors, j'ajouterais qu'elle a été modifiée dans sa rédaction, puisqu'on a modifié certaines choses, mais l'effet est le même. Hein. Alors, la collectivité, donc c'est la mutuelle santé des agents de la ville. La collectivité peut contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent en proposant des contrats groupes et une participation financière sur les contrats individuels labellisés. Ces garanties ont pour objet de couvrir, alors écoutez bien, en mutuelle, elles couvrent les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, et en prévoyance, elles couvrent les pertes de salaire en cas d'incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès. À Redon, elle est proposée depuis 2013 sur la mutuelle ou la prévoyance à hauteur de 5 € pour les agents de catégorie A, 8 € pour la catégorie B et 10 € pour la catégorie C sur les contrats labellisés. Ce mot labellisé reviendra. En parallèle, une offre de contrat groupe sans participation employeur est proposée à un taux négocié avec la mutuelle des Pays de Vilaine. En 2024, 40 agents bénéficient d'une participation employeur sur la mutuelle santé, 23 agents de la ville, 8 agents du CCAS et 9 agents de l'EHPAD, et 58 agents adhèrent au contrat groupe, 42 agents de la ville, 3 agents du CCAS et 13 agents de l'EHPAD. À compter du 1er janvier 2026, conformément au décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022, la participation employeur devient obligatoire et ne peut être inférieure à 15 € par agent. D'autre part, elle ne peut plus être affectée à une catégorie hiérarchique, mais peut être ajustée à la rémunération. L'employeur peut opter pour la labellisation. Dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents qui ont adhéré à un des produits labellisés, parmi ceux mentionnés sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé des collectivités territoriales, ou la convention de participation associée à un contrat collectif d'assurance conclu à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence spécifique avec un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité de mutuelle ou d'union de mutuelle, d'institution de prévoyance ou de société d'assurance. Le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, donc à Torigny-Fouillard, a lancé une procédure de mise en concurrence
en vue de conclure une convention de participation pour le risque mutuel de santé, conformément au décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 et au décret 2022-581 du 20 avril 2022. La collectivité a fait le choix, dès février 2025, de s'associer au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine qui proposait d'assurer une consultation globale pour les collectivités et les agents de son périmètre de compétences. Les données de sinistralité ont été communiquées en février 2025 pour les 3 établissements. À l'issue de cette procédure, le CDG 35 a souscrit une convention de participation pour le risque santé auprès de Mutam pour une durée de 6 ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2031. Les collectivités peuvent adhérer librement à cette convention à compter du 1er janvier 2026. Contrairement à la prévoyance qui présente un socle commun à tous les agents qu'est la protection du salaire en cas de maladie, la mutuelle de santé est très spécifique et dépend notamment de la composition de la famille, de la ou des pathologies ou risques particuliers, individuels et familiaux. Aussi, il a été décidé d'interroger les agences sur leurs perspectives et souhaits en matière de mutuelle de santé. Ces derniers privilégient la labellisation. Au vu des résultats de l'appel d'offres réalisé par le Centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, des réponses proposées par les agents et après avis du comité social territorial du 30 septembre 2025, il est proposé de suivre l'avis du CST du 30 septembre 2025, à savoir la labellisation. D'autre part, il est proposé de poursuivre dans un but d'intérêt social un accompagnement des agents en modulant la participation brute selon la grille ci-dessous. Indice majoré de rémunération, l'IMR, inférieur ou égal à 380,30 €. Indice majoré de rémunération, l'IMR, supérieur ou égal à 381 et inférieur ou égal à 430,20 €. L'indice majoré de rémunération, IMR, supérieur ou égal à 31,15 €. La participation pour les agents sans IMR sera évaluée par équivalence sur le montant de la rémunération brute sans la majoration du régime indemnitaire. Cette proposition a reçu un avis favorable du comité social territorial du 18 mars 2025. Alors, voilà le projet de délibération. Le conseil municipal, vu le code général de la fonction publique, vu le code des assurances mutuelles et de la sécurité sociale, vu le décret du 8 novembre 2011, vu le décret 2022 du 20 avril 2022, vu la délibération du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine numéro 2025-46, en date du 3 avril 2025, autorisant la présidence du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine à lancer un appel public à concurrence en vue de conclure une convention de participation départementale à adhésion facultative des collectivités ou des agents risque santé. Vu la délibération du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine numéro 2025-64 en date du 3 juillet 2025 portant acte du choix de l'organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation et autorisant la présidente du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine à signer tout document afférent à cette consultation dont la convention de participation. Vu la convention de participation signée entre le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine et Mutam et plus en date du 28 juillet 2025, vu les avis des comités sociaux territoriaux locaux en date des 18 mars 2025 et 30 septembre 2025, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, eh bien, on vous dit, après en avoir délibéré, adopte, on vous demande d'adopter, de proposer le dispositif de labellisation à effet du 1er janvier 2026, d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public
et de droit privé de la collectivité en activité sur les contrats labellisés portant sur le risque mutuel de santé, de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de, je rappelle là ce qu'on a vu tout à l'heure, 30 € aux agents dont l'indice majoré de rémunération IMR est inférieur à 380, 20 € aux agents dont l'indice majoré de rémunération est supérieur à 381 et inférieur à 430, 15 € aux agents dont l'indice majoré de rémunération supérieur à 43 pour les agents majorés dont l'indice majoré de rémunération supérieur à 431. La participation pour les agents sans IMR sera évaluée par équivalence sur le montant de la rémunération brute sans la majoration du régime indemnitaire. Ce montant est brut par agent par mois pour la couverture de la cotisation assurée pour chaque agent dans les dispositifs retenus. D'autoriser l'autorité territoriale à effectuer tout acte en découlant, d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent, de ne plus verser la participation employeur sur les contrats individuels de mutuelles santé labellisés à hauteur de 10 € pour les agents de catégorie C, 8 € en catégorie B, 5 € en catégorie A, c'est-à-dire ce qu'on vous a donné au début de l'article, conformément à la délibération numéro 14 du 5 décembre 2013. Alors, je vous l'ai lu l'ensemble. C'est pas simple, effectivement, quand on regarde bien. Donc, on a voulu revoir la rédaction pour que ce soit, si possible, très clair. Mais, comme on vous l'avait dit lors de la commission finances, si vous avez des questions complémentaires à poser, eh bien, notre service RH est à la disposition, ainsi que le service financier, pour vous donner des réponses individuelles ou autres. Merci Louis. Y a-t-il des remarques ou des questions sur la mutuelle santé des agents de la ville de Redon? Non? Très bien, nous allons voter. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est important. Très bien, merci. Création d'emplois non permanents, contrat de projet, Louis. Alors, la création d'emplois non permanents, des contrats de projet, on a déjà expliqué au cours de séances précédentes ce que ça signifiait, notamment les contrats de projet. Alors c'est quelque chose d'ailleurs qui permet ainsi de bien différencier les différents types de contrats. Conformément aux termes de l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. C'est à l'Assemblée délibérante qu'il appartient de déterminer le tableau des effectifs budgétaires nécessaires au bon fonctionnement des services en constituant la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non. Le tableau indique aussi les postes autorisés par l'Assemblée délibérante, les contrats de droit privé, contrats aidés et les contrats d'apprentissage ne figurent pas dans le tableau des effectifs. Le tableau mis à jour à chaque création ou modification de poste et annuellement pour les ajustements faisant suite aux promotions internes, avancement de grade ou mouvement de personnel au cours de l'année, il convient de créer ou d'ajouter des postes non permanents. Vous savez, on a déjà expliqué ça durant les derniers, on peut dire, derniers votes de la situation dans les budgets. Eh bien, on vous a expliqué. Donc là, il convient donc toujours de créer ou d'ajuster les postes non permanents. Alors, premier poste, conductrice d'opération à recruter.
Là, le recrutement n'est pas fait. Dans la poursuite de la mise en place de la nouvelle organisation de la direction de l'aménagement, de la transition écologique et du patronage, la DATEP, et pour accompagner la mise en œuvre des projets du pôle patrimoine bâti, sobriété énergétique et accessibilité, rénovation, accessibilité, sécurisation de l'école Chaplin, du restaurant scolaire, de la tribune du stade, de la ruche, du grenier-Afsel, il convient de créer un poste de conducteur ou conductrice d'ailleurs d'opération. Mission du poste, participer à la définition et à la programmation des opérations de travaux bâtiments, assurer la conduite d'opérations de bâtiments avec le suivi technique et financier en lien avec la direction des finances, participer à l'écriture des pièces des marchés publics, à leur analyse et assurer les suivis des marchés concernant les opérations en lien avec le service de la commande publique et participer à la création du schéma directeur de l'immobilier. Alors, description du poste, c'est un poste de catégorie B dans la filière technique avec un grade de technicien ou technicien principal de deuxième classe. L'emploi, c'est conducteur ou conductrice d'opération. Service brut de rémunération maximum 421. Temps du travail, temps complet, date de création du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028. Deuxièmement, un agent de propreté des espaces publics, habilité déchets, déjà recruté. La ville a signé une convention avec Redon Agglomération, délibération du 16 novembre 2023, pour organiser la lutte contre les dépôts sauvages et l'entretien autour des points d'apport volontaires. Cette convention s'accompagne d'un financement. Le poste a été recruté dans un premier temps sous la forme d'un accroissement temporaire d'activité. Il convient maintenant de créer ce poste en contrat de projet jusqu'à la fin de la convention. Alors, la mission du poste, prévenir, conseiller, participer à l'information et à la sensibilisation des usagers, habitants, commerçants, sur l'élimination des déchets et la propreté des espaces publics, patrouiller et recréer les incivilités liées aux dépôts sauvages de déchets et d'encombrants sur l'espace public, relever et qualifier les infractions liées aux dépôts sauvages de déchets et d'encombrants et au règlement de collecte des déchets, d'établir les procès-verbaux d'infraction avec supervision de la police municipale. La personne devra suivre une formation afin d'être assermentée et habilitée. Participer donc à la propreté des espaces publics. Le poste catégorie C, filière technique, le grade adjoint technique ou adjoint technique principal deuxième classe sous réserve de l'assermentation et de l'habilitation. En emploi, agent de propreté des espaces publics habilités de déchets, indice brut de rémunération maximum 377, temps de travail, temps complet, date de création du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Le conseil municipal, donc, vu le code général des collectivités, vu le code général de la fonction publique et notamment certains articles cités, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, adopte la création des 2 emplois en contrat de projet pour les postes présentés ci-dessus. Merci Louis, c'était complet. Y a-t-il des questions ou remarques sur les autres projets? Non, c'est bon. On vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vais passer la parole à Lionel, puisque la délibération numéro 7, je l'ai retirée. On y reviendra ultérieurement. Lionel, démolition de la MAPA rue du Tertre à Redon, validation du projet et résiliation d'une convention APL.
C'est cela. Donc je vous fais lecture de l'ADM, donc la SA d'HLM BSB Les Foyers, propriétaire de la MAPA, maison d'accueil pour personnes âgées handicapées, située rue du Tertre à Redon. Cette MAPA, gérée par la DAPI 35, accueille actuellement 27 personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la DAPI 35 propose également sur la commune de Redon un accompagnement et un hébergement pour adultes en situation de handicap pour 19 résidents, intégrés au centre d'habitat RESPAR, foyer d'hébergement de Beaulieu, situé 44 rue de Rennes. Face à la problématique de la prise en charge du vieillissement spécifique des personnes handicapées mentales et aux demandes d'adaptation fortes de ces deux bâtiments aux normes de confort, de sécurité et d'accessibilité, la DAPI 35 a souhaité regrouper ces deux établissements sur le seul site de la rue du Tertre. Une phase de diagnostic réalisée en 2017 a permis d'opter pour la construction d'un bâtiment neuf de 46 logements plutôt qu'une extension et restructuration de la MAPA existante. Ce nouveau bâtiment a été construit à proximité immédiate de l'ancien foyer de vie du Tertre. Cette décision a été validée par les différents services du département d'Ille-et-Vilaine et ce projet a été financé dans le cadre des aides à la pierre de l'État en 2020. Par délibération du 29 septembre 2022, la ville de Redon a d'ailleurs accordé une garantie d'emprunt pour ce projet de reconstruction du foyer pour personnes handicapées rue du Tertre. Pour la réalisation de ces travaux, une équipe de maîtrise d'œuvre a été choisie à l'issue d'une procédure de concours en collaboration avec la ville de Redon. Aujourd'hui, les travaux sont achevés et les résidents de la MAPA seront transférés dans le nouveau bâtiment. En ce qui concerne le devenir de la MAPA actuelle, cette dernière étant située à proximité du site remarquable du Bois de la Ruche, les différents acteurs de l'opération, y compris la commune de Redon, souhaitent procéder à sa démolition. À cet effet, la SA d'HLM BSB Les Foyers devra solliciter un permis de démolir auprès de la ville, dans la mesure où le permis de construire délivré le 9 mars 2020 et modifié le 10 décembre 2021 relatif au nouvel établissement ne prévoyait la démolition que de deux petits bâtiments annexes, mais pas celle de l'ancien foyer du Tertre. Ce bâtiment ayant initialement fait l'objet d'une décision d'agrément de l'État, je vous passe le numéro de l'APL du 21 juillet 1983. Sa démolition doit également faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la préfecture et, comme pour chaque bâtiment ayant été financé initialement par l'État, l'avis de la commune sur cette démolition est requis au stade de la demande de financement auprès des services de l'État. Le dossier à constituer par BSB Les Foyers nécessite donc une délibération du conseil municipal précisant que la ville de Redon a bien connaissance de cette situation et qu'elle valide le projet de démolition de l'ancienne MAPA du Tertre. Cette délibération a été discutée en commission finances le 17 septembre 2025 et en commission aménagement du territoire et d'urbanisme, habitat, mobilité, développement durable et transition écologique, cette semaine, donc le 29 septembre 2025. Et donc, on demande au conseil municipal de valider le projet de démolition de la maison d'accueil pour personnes âgées handicapées MAPA, 6 rue du Tertre à Redon, et prendre connaissance du fait qu'à l'issue de la démolition et de la procédure, la convention APL du 21 juillet 1983 sera résiliée. Merci Lionel. Y a-t-il des questions ou remarques sur la délibération présentée par Lionel? C'est bon, pas vraiment de sujet. Enfin, on vote, qui est pour? Merci, pas d'abstention, pas de vote contre. Marc, convention de partenariat avec le groupement culturel breton des Pays de Vilaine. Oui. Alors, le projet patrimonial et culturel de la ville de Redon a pour objectif d'encourager les manifestations hors les villes sur toute la ville, de s'engager dans la politique d'éducation artistique et culturelle, de comprendre la ville à travers ses patrimoines, de développer une programmation des 4 saisons en s'appuyant sur le patrimoine,
de valoriser et d'encourager la pratique amateur, d'encourager et associer des bénévoles dans l'organisation des événements. Les objectifs de l'association Groupement culturel breton des Pays de Vilaine rejoignent complètement ceux de la ville de Redon en s'attachant à transmettre la matière culturelle du pays de Redon et de la Bretagne et à promouvoir de nouvelles formes d'expression à partir de ce patrimoine. À ce titre, l'association organise chaque année plusieurs événements qui concrétisent ces objectifs, Poissnose, Festival de la Bogue d'Or, etc. Le Groupement culturel breton des Pays de Vilaine gère aussi un centre de formation musicale avec son école de musique traditionnelle, ainsi qu'un centre de ressources qui s'inscrit dans une démarche de collecte, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel immatériel, en s'appuyant sur un fonds de milliers d'heures d'enregistrement, collectage entrepris depuis des années 1960. Dans le cas de la Bogue d'Or, plus de 100 000 photos, des centaines de vidéos, cahiers de chants, livres, dossiers documentaires portant sur l'histoire locale du pays d'Oust et de Vilaine. La ville de Redon et le groupement culturel breton des Pays de Vilaine souhaitent définir des modalités de partenariat entre eux en répartissant des obligations de chacune des parties dans le cadre de l'accompagnement des projets culturels, de la diffusion culturelle et de la valorisation patrimoniale. Une convention de partenariat sera établie pour la période allant de la date de signature de celle-ci jusqu'au 31 décembre 2027. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités, vu l'avis favorable de la commission patrimoine culturel réunie le 29 janvier 2025, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat avec l'association Le Groupement culturel breton des Pays de Vilaine, telle qu'elle est présentée en annexe, autorise Monsieur le maire à signer la dite convention avec cette association. Voilà, ça c'était la première. Pascal, Monsieur le maire. Qui a eu une gestation et on ne peut que s'en féliciter, comme d'ailleurs celle qui suit, là c'est sur un événement ponctuel, d'une convention pluriannuelle dont on peut se féliciter, c'est bien. Y a-t-il des questions ou remarques sur celle-ci? On vote, qui est pour? Merci, pas d'abstention, pas de vote contre. Oui, la deuxième est effectivement plus ciblée sur l'événement phare qu'est le Festival de la Bogue d'Or, convention d'objectifs pluriannuelle avec le groupement culturel breton des Pays de Vilaine pour l'organisation du Festival de la Bogue d'Or. Donc le projet... Oui, pardon. Juste en amont, mais tu vas peut-être le dire, ouais. Puis on peut le déduire du corps de la délibération, mais pourquoi des conventions pluriannuelles? Nous avons une convention pluriannuelle avec les musicales, oui. Déjà, et nous avons des acteurs culturels bien identifiés sur le territoire qui portent des événements importants et qui, par ailleurs, ce sont à chaque fois des associations qui ont des salariés. Et pour donner plus de visibilité de l'engagement de la commune auprès d'eux, ces conventions pluriannuelles permettent, c'est pas du confort, hein, mais c'est de dire, voilà, nous sommes là sur un temps plus ou moins long, en accompagnement, en soutien, en collaboration, en coopération sur ces événements majeurs. Oui, il s'agit de sécuriser ces associations qui sont endurantes dans le temps, mais qui sont toujours suspendues au montant des subventions ou alors à la capacité des collectivités à les aider concrètement. Et donc là, pour le coup, dans ces documents, on fixe à la fois le montant des aides et puis qui fait quoi. Donc c'est important. Là, on citait effectivement, là c'est la Bogue, mais on a aussi les musicales, tu l'as dit. On a aussi le jazz en Pays de Vilaine avec qui on a conventionné. Et puis bien d'autres. L'idée, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a porté depuis quelques années. Donc, le projet patrimonial et culturel de la ville de Redon a pour objectif de soutenir l'événement culturel en lien avec le patrimoine. Le projet associatif du groupement culturel vise notamment à organiser des événements mettant en valeur le territoire et ses spécificités en valorisant le patrimoine naturel et culturel des Pays de Vilaine, à l'instar du festival de la Bogue d'Or. La ville de Redon accompagne ce festival organisé par le groupement culturel breton des Pays de Vilaine depuis sa création en 1975 avec un soutien financier, humain et matériel. Cet événement présente un intérêt patrimonial pour la commune. Il s'agit d'un temps fort de l'animation de la vie redonnaise qui participe pleinement à la programmation des 4 saisons culturelles inscrites dans le cadre du projet patrimonial et culturel municipal. La ville et l'association Groupement culturel breton proposent de signer une convention précisant les obligations de chacune des parties dans le cadre de l'organisation de la Bogue d'Or pour une période allant de la date de signature de la convention précitée jusqu'au 31 décembre 2027. Donc le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention d'objectifs entre la ville et l'association,
vu l'avis favorable de la Commission Patrimoine, Culture et Tourisme réunie le 29 janvier 2025, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention d'objectifs conclue avec l'association Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine pour l'organisation du festival La Bogue d'Or, telle qu'elle est présentée en annexe, autorise Monsieur le maire à signer la dite convention avec cette association. Pour compléter, c'est valoriser ces 22 000 € agents pour organiser cet événement et 7 000 € de subvention directe pour la Bogue d'Or. Voilà. Merci. Merci, Marco. Y a-t-il des questions, remarques sur cette convention? Thomas Maréchal. Juste une petite remarque pour dire qu'on a peut-être oublié quelque chose et qu'on pourra en prendre... je veux dire, on pourra en discuter prochainement aussi avec le groupement, quand on verra les choses. C'est que pour la BOG, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder pour des raisons financières sur le site d'une fête qui est populaire, qui a drainé pas mal de monde avant que ce soit payant. Alors certes, c'est pas très cher, mais pour certaines personnes, et j'en connais certaines, qui ne peuvent plus y accéder et qui se sentent un peu exclus de cet événement redonné. Donc, alors il y a un tarif gratuit pour les moins de 18 ans, mais il pourrait peut-être y avoir un tarif réduit pour les personnes avec minima sociaux, etc. On va voir ça avec eux. Alors là-dessus, c'est vraiment avec eux qu'il faut le voir. On n'a pas autorité là-dessus sur le prix d'entrée, mais effectivement, mais les finances sont compliquées pour le festival. C'est un petit miracle de faire une telle proposition, mais effectivement, je suis d'accord. On a vu des retours des familles avec un budget conséquent. Je pense qu'il va falloir aller retourner vers des choses un peu plus basses pour que ça redevienne un festival populaire tel qu'il est dans son ADN. Je suis d'accord. Ce sera avec eux qu'on le fera. Merci. Pour connaître un peu les choses, le niveau de programmation du groupement a aussi, depuis quelques années déjà, augmenté en qualité et en volume. Il y a par ailleurs des frais induits, des charges supplémentaires, notamment concernant les assurances et la sécurité du site. Et l'association, le groupement, a à faire face à ces réalités. Donc, il y a le soutien de la commune. Voilà, et quand le groupement, mais je ne veux pas parler pour eux, mais c'est un échange qu'on peut avoir effectivement avec eux. La question de la décision d'installer, de créer une billetterie a été conditionnée par ces frais. L'association n'arrivait plus à faire face. Donc voilà. Maintenant, ce que vous dites tous les deux, c'est quelque chose qu'on entend. On peut être force de proposition, mais c'est l'association qui en décidera. Mais c'est un sujet. On a entendu, quand ça a été créé, des résistances, un sentiment d'être dépossédé un peu d'un événement culturel auquel on participait et contribuait. Parce qu'il y a la proposition artistique, mais il y a aussi, on sait tous, ce qu'est... La bogue, c'est du chant, du conte, de la musique, mais c'est aussi le moment lui-même, enfin, tout le monde le sait autour de la table, mais un moment de rencontre. On peut aller à la bogue sans forcément écouter, même si on écoute, on y va pour différents motifs. Et c'est un moment de retrouvailles aussi, extraordinaire. Il y a des gens qui reviennent de très loin, j'en connais, qui reviennent même de l'étranger pour ce moment-là. Il y en a même de très proches de moi qui diffèrent leur départ vers l'étranger parce qu'il y a la bogue. C'est un de mes fils en l'occurrence, je vais fermer la parenthèse. Voilà, donc c'est un moment très populaire de rencontre. Et voilà, donc le groupement le sait. Voilà, et effectivement, le coût. Par ailleurs, je crois qu'il y a autour de la table beaucoup de festivaliers, ici ou là, où les festivals gratuits aujourd'hui sont rares, mais peut-être n'ont-ils pas cette caractéristique populaire telle que la bogue peut l'avoir. Donc voilà, il y a un sujet. En festival gratuit, il y a le Hillfest qui a eu lieu l'été dernier, festival rock qui est porté par la ville et les Bloyettes, c'est peut-être le seul de Bretagne aujourd'hui.
qui fait du bruit, n'est-ce pas, Maria? Effectivement, mais le barycentre, là, est en train de se déplacer, c'est-à-dire qu'on a les spectacles payants sur la Croix des Marins, mais le centre-ville a aussi sa proposition. Elle commence à se structurer. Et pour le coup, c'est un espace gratuit. Il faudrait simplement que le groupement puisse aussi nourrir la partie gratuite, c'est-à-dire celle du centre-ville autour des Halles. C'est une piste qu'on leur suggère, mais encore une fois, on n'est pas à la barre. Il faut en échanger avec eux. Je pense que les relations sont suffisamment saines pour avancer sur le sujet. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur cette convention pluriannuelle? C'est bon? On y va. Qui est pour? Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Lionel. Alors Lionel a la lourde charge de présenter les exercices d'une part de la Société d'économie mixte d'Ille-et-Vilaine, SEM 35, Terre et Toit, et d'autre part la Société publique locale de construction publique d'Ille-et-Vilaine, SPEL 35, pour ce même exercice, approbation du rapport de gestion et gouvernance pour les deux sociétés. Je te laisse, alors nous sommes acteurs dans ces sociétés, je te laisse la parole, mon cher Lionel. Oui, alors, en fait, j'ai préparé des rapports synthétiques. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais quand même vous amener les éléments nécessaires à la compréhension de ces deux entités. Donc, je vais commencer par la Société d'économie mixte d'Ille-et-Vilaine, la SEM 35, Terre et Toit, auparavant la SADIV. Donc, l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales précise que les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent après un débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et au conseil de surveillance d'un établissement public local, société d'économie mixte et société publique locale. Depuis le 1er janvier 2023, conformément à l'article D 1524-7 du même code, ce rapport comprend les informations suivantes: une présentation de l'établissement public local, l'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement et l'établissement public local, les modifications des statuts effectués dans l'année en conservant l'historique des 5 dernières années, les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des 5 dernières années, l'état de l'ensemble des participations de la société, la description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels l'établissement public local est confronté, l'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité, une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet, les modalités d'exercice du contrôle analogue pour la société publique locale, le bilan de la gouvernance des élus, les éléments de rémunération ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ainsi qu'aux mandataires sociaux, la situation financière de la société, la répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société. La ville de Redon est actionnaire de la Société d'économie mixte SEM 35, Terre et Toit. À ce titre, le conseil municipal doit se prononcer sur le rapport de gestion et de gouvernance établi par la dite SEM pour l'année 2024. Donc, je vais venir un peu sur ce rapport. Donc, la présentation de la société, donc, un rapide, je l'ai déjà fait lecture de l'année dernière, mais je préfère le réitérer. Donc, dénomination de la société, donc Société d'économie mixte Terre et Toit. Le siège social est à Torigny-et-Fouillard. La date de création, janvier 2003, sous le nom de la SADIV, devenue Terre et Toit par décision du conseil d'administration du 4 décembre 2022. Secteur d'activité et métier, c'est la réalisation d'opérations, actions et programmes d'aménagement et de construction. L'objet social, l'ASEM intervient sur l'ensemble des départements d'Ille-et-Vilaine dans les domaines de l'aménagement à vocation économique ou d'habitat, de la construction, activité, équipement public, des études, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la conduite d'opérations. Gère également des opérations en propre et une mission d'assistance aux petites communes.
Le président, c'est M. Jean-Luc Chenu. Le directeur général, M. Jean-François Beautellé. Le nom du commissaire aux comptes et date de nomination, c'est le cabinet Fiducial Audit nommé le 18 mai 2021. Et c'est un dossier qui est suivi par M. François Bayot. Le nombre de salariés, 18. La société est composée de 21 actionnaires, 18 administrateurs, 3 censeurs. Aucun changement n'est intervenu au cours de l'année 2024. L'Assemblée générale s'est réunie le 14 juin 2024 et le capital s'élève à 5 millions d'euros au 31 décembre 2024. Je rappelle que le principal actionnaire est le département d'Ille-et-Vilaine, que nous sommes actionnaires Ville de Redon pour 1000 actions, pour un capital de 16 000 euros, et que Redon Agglomération aussi, pour un nombre d'actions, est actionnaire pour un nombre d'actions de 750 pour un capital de 12 000 euros. On a aussi d'autres actionnaires en dehors des autres communes. Il y a la Caisse des dépôts Banque des territoires, le Crédit mutuel Arkea, Banque populaire Grand Ouest, Caisse régionale du Crédit agricole, Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, Néotoa, CCI d'Ille-et-Vilaine et le Crédit coopératif. Les activités présentent aux côtés de nombreuses collectivités territoriales en Ille-et-Vilaine. Comme l'indiquent ses statuts, la société a pour objet de réaliser toute opération, action et programme d'aménagement et de construction, et notamment à titre principal de réaliser ou faire réaliser toute étude concernant l'aménagement, procéder à toute opération foncière préalable, réaliser toute opération ayant trait aux zones d'aménagement concernées, ZAC, au lotissement, à la rénovation urbaine, à l'action sur les quartiers dégradés, à la restauration immobilière et à l'implantation d'activités économiques. Principales activités et opérations de l'année écoulée. En 2024, Territoire a réalisé 4 355 000 euros de dépenses contre 4 941 000 en 2023. Donc, en termes de concession d'aménagement, donc en 2024, Territoire a principalement poursuivi l'aménagement des opérations. Je vais juste vous citer, donc il y a Tintegnac, ZAC, quartier nord-ouest, Pleurtuis, Cap Émeraude, Saint-Aubin-d'Aubigné, ZAC du Chénet-Romé, Saint-Herblon, ZAC des Basses-Noé, Guichin, ZAC de la Massaille, Bru, ZAC de Kerlan, Fins, ZAC de Grand-Clos, Édé, ZAC des Édé-Bazouges, Gare, ZAC Saint-Fiacre et Saint-Médard-sur-Île, ZAC La Croisée des Chemins. Je ne rentre pas dans le détail des dépenses et recettes, elles sont inscrites dans le rapport. En termes de commercialisation, au titre des concessions, la société a conclu 22 actes de cession en 2024 contre 83 en 2023 et la signature de 18 compromis sur l'année contre 38 en 2023. La trésorerie cumulée des concessions atteint 5 250 000 au 31 décembre 2024 contre 10 millions en 2023. Cette baisse de la trésorerie s'explique notamment par une baisse de l'encours des emprunts de 2 539 000 en 2024. Concernant les mandats, la société d'économie mixte Territoire n'a aucun mandat en cours. Concernant les opérations réalisées au propre, je vais juste les citer puis donner les principaux éléments. Donc, lotissement du bois de Lassy à Saint-Aubin du Pavail, donc au 31/12/2024, les 50 lots étaient tous vendus. Les travaux d'achèvement et de finition étaient en cours au 31 décembre 2024. Le Green Z sur la commune de Torigné-Fouillard, la construction des 2 premiers immeubles sur les 4 prévus s'est achevée en fin 2021. La commercialisation des lots invendus se poursuit et il reste à ce jour 2 locaux à commercialiser. Et concernant l'opération SNC Lamassaille à Guichin, le projet de SNC Lamassaille se poursuit. Sur les 47 lots individuels, 35 lots sont en cours de commercialisation, dont 25 sont libres de constructeurs. 2 lots ont été vendus, 8 sont sous compromis, 7 sont optionnés. Et l'opération SCCV Parc de Lamassaille à Guichin, les travaux de réalisation de 4 immeubles sont terminés, 84 logements en PSLA. On a bien sûr tous les détails de ces opérations dans le rapport complet.
Concernant les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la SEM Territoire poursuit ses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en lien avec les opérations d'aménagement. Je vais citer en particulier celle du GIP Esprit de Redon, accompagnant à la sélection d'un promoteur en vue de préparer un CPI. En 2024, la société a facturé 119 382 € au titre des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les études, la société d'économie mixte Territoire n'a aucune étude en cours. En ce qui concerne les perspectives de développement, la SEM Territoire a vocation à poursuivre les opérations de concession en portefeuille jusqu'à leur terme. Elle se positionnera aussi sur de nouvelles opérations d'aménagement en concession dans le cadre de procédures de mise en concurrence pilotées par les collectivités. L'année 2025 verra le démarrage d'une réflexion autour d'un plan d'évolution stratégique et un plan moyen terme. Cette réflexion visera à repositionner les activités de la société sur de nouveaux segments d'activité en amont et aval du métier d'aménageur d'aménagement et des projets publics pour répondre aux problématiques des collectivités brétiliennes. Au-delà de l'activité à destination des collectivités mandantes, une stratégie de développement d'opérations propres sera mise en place dans une logique de valorisation des actifs de la société. État des relations contractuelles et financières avec les collectivités territoriales. Concernant Redon, il n'y a pas de contrat en cours. Modification des statuts depuis 5 ans, il n'y en a pas eu. Évolution de l'actionnariat depuis 5 ans, pas d'observation, pas de changement. État de l'ensemble des participations de la société directe ou indirecte au capital d'autres sociétés au GIE au 31/12/2023. Excusez-moi. Hop, page 8. Voilà. Les entités sont la SCCV VDC C3 pour un capital total de 1 000 € sans action de 10 €. La SNC La Massaille, même chose. Et SCCV Parc de la Massaille, idem. Contrôle et gestion des risques. Principaux risques et incertitudes. La dette contractée auprès des établissements de crédit totalise 13 986 093 €. Sera à rembourser au cours des prochains mois alors que les perspectives de vente des terrains restent incertaines. En effet, le marché immobilier varie sensiblement dans un secteur géographique à l'autre. Ainsi, s'il existe encore une demande soutenue sur les terrains d'habitation sur la métropole rennaise ou en proximité immédiate, les secteurs plus ruraux connaissent un très fort ralentissement de la demande. L'évolution des taux bancaires et du contexte macroéconomique auront donc une forte incidence sur les perspectives de trésorerie de la SEM Territoire. Contrôle externe, donc courant 2023, Territoire a été audité, a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la période 2017 à 2023. Ce contrôle a débuté le 21 juin 2023 et s'est terminé le 12 mars 2024. Les observations définitives de la Chambre ont été rendues publiques et présentées au Conseil d'administration le 6 novembre 2024. Bilan de la gouvernance de Territoire. Organisation de la gouvernance. Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil d'administration a opté pour la séparation des fonctions de président et de directeur général. Donc j'ai cité tout à l'heure le président, M. Jean-Luc Chenu, et le directeur général, M. Jean-François Broutelet. M. Jean-François Broutelet, qui est le directeur depuis le 10 juillet 2023 par délibération du Conseil d'administration. Concernant les rémunérations et avantages des représentants de la collectivité, donc il n'y a pas de rémunération pour le représentant de Redon. Bilan de gouvernance, donc il y a eu 2 conseils d'administration sur l'année 2024 et une assemblée générale. Rapidement sur la situation financière de Territoire, le chiffre d'affaires est en baisse par rapport à 2023, 3 184 000, contre 4 777 000 en 2023. Les produits d'exploitation sont aussi en baisse par rapport à 2023, 12 239 000 contre 14 700 000. Et les charges salariales sont stables par rapport à 2023. Le total des charges d'exploitation est en baisse par rapport à 2023.
Les résultats d'exploitation, il est en baisse aussi par rapport à 2023. On est à moins 444 000 euros contre 61 000 euros en 2023. Le résultat net, il est en net recul, moins 148 000 contre plus 121 000. Le capital social, je l'ai donné tout à l'heure, 5 millions d'euros. Les capitaux propres, ils sont stables par rapport à 2023. Ils s'élèvent à 4 685 000. La trésorerie nette est en nette diminution par rapport à 2023. Et l'endettement financier est en baisse par rapport à 2023. Voilà, alors si, concernant les prestations des services AMO, quelques éléments. La marge brute générée par les prestations de services s'établit à 531 000 euros en 2024 contre 653 000 en 2023. Donc ce recul s'explique par la baisse des rémunérations prises sur les concessions d'aménagement en gestion. En effet, les 10 concessions en gestion ont globalement connu une temporisation dans leur avancement et leur commercialisation. Et concernant les résultats des concessions en cours, on constate un net recul des cessions de terrain, moins 55%, ce qui impacte très fortement le chiffre d'affaires. En effet, 23 actes ont été signés en 2024 contre 83 en 2023. Et bien que le résultat annuel des concessions soit neutralisé, cette baisse impacte défavorablement le niveau de rémunération de 2024 de la société. Donc vous voyez que les résultats de la société sont très impactés par l'activité et la tempérisation en fait des activités, en particulier de logement. Donc je pense que c'est cela qu'il faut retenir en synthèse de la lecture de ce rapport. Alors, ça ne concerne que le territoire. Donc, donc vous avez à approuver le rapport de gestion que j'ai synthétisé là. Voilà, mon cher Pascal. Merci Lionel. Y a-t-il des questions, remarques sur la présentation synthétique qu'a pu faire Lionel du rapport de la SPL? C'est bon? Je vais vous proposer d'approuver. Qui est pour? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Je vous remercie. Société publique locale, SPL de construction publique d'Ille-et-Vilaine, SPL 35. Alors, je ne vais pas vous relire tout ce qui concerne l'article 1524-5, l'article 1524-7, parce que c'est exactement la même chose, puisque c'est le même contenu de rapport. Et donc, je vous fais lecture du rapport. Donc là, il s'agit donc de la Société publique locale de construction publique d'Ille-et-Vilaine, rapport d'activité 2024. Donc la dénomination, c'est la SPL de construction publique d'Ille-et-Vilaine. Le siège social, c'est Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture à Rennes. Le président, c'est monsieur Christophe Martien. Et le directeur général, c'est aussi monsieur Jean-François Boutellet. L'actionnariat, le capital social de la société s'élève à 225 000 euros, divisé en 22 500 actions de 10 euros. Il n'y a pas eu de variation en 2024. Le détail de sa répartition figure dans le rapport d'activité. Pour la commune de Redon, 250 actions pour 1,11%, soit 2 500 euros. La société est composée de 13 actionnaires, 13 postes d'administrateurs, dont 10 sièges pour le conseil départemental, et 3 sièges sont octroyés à l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales, dont 1 siège pour Redon. 3 postes de censeurs ont été créés, seuls 2 postes de censeurs sont pourvus. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'année 2024 au sujet de l'actionnariat. Les statuts n'ont pas été modifiés au cours de l'année 2024. A contrario, ils ont été modifiés en 2023. La vie de la société, donc le conseil d'administration s'est réuni par 3 fois au cours de l'année 2024. Les actionnaires se sont réunis 1 fois en assemblée générale au cours de l'année 2024. Personnel de la société constitue de l'équipe au 31 décembre 2024. La SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine n'a plus de salariés disposant d'un contrat de travail. Seul subsiste le mandat social du directeur général. Aussi, pour mener à bien ses missions, la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine a contractualisé une convention de mise à disposition du personnel avec la SEM Territoire
qui facture le temps de chaque collaborateur mis à disposition à prix coûtant et au prorata du temps réellement passé. La masse salariale brute s'élève à 31 734 € pour l'exercice 2024. Du fait de l'absence du personnel, il n'y a plus d'accord d'intéressement en vigueur pour la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine. L'activité de la SPL en 2024. Donc les principaux éléments du rapport d'activité tels que présentés par la société sont exposés ci-après. Donc mandat. Au 31/12/2024, la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine suivait 20 opérations dans le cadre de mandats de construction ou de réhabilitation. Ces opérations sont quasi exclusivement réalisées pour le compte du département d'Ille-et-Vilaine. Le montant des dépenses TTC hors rémunération de la SPL facturé en 2024 dans le cadre des mandats en portefeuille s'élève à 6 444 886 contre 13 578 307 en 2023. La forte baisse des dépenses, moins 52%, s'explique par le fait que quasiment toutes les opérations sont soit en phase d'étude, soit en préparation de clôture. Il y a donc peu de factures de travaux en 2024. Donc les détails des opérations figurent au rapport d'activité 2024. Études, assistance aux petites communes, ce qu'on appelle l'APC. Le détail des opérations au nombre de 6 figure au rapport d'activité 2024. Je veux juste dire, là, ce n'est pas écrit dans le rapport, mais par rapport à 2023, il y a plus d'assistantes aux petites communes, hein, on a multiplié par 2. Études AMO, la liste des études AMO en cours figure dans le rapport d'activité de 2024. Donc pour Redon, 3 AMO pour 2024. Hein. Suivi opérationnel de la fin de la tranche 1 ZAC-Châtel-Opaty, la préparation de la tranche 2 ZAC-Châtel-Opaty, le projet Confluence-Garnier. Concernant la partie financière, donc résultats comptables, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été établis conformément aux règles de présentation aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. L'activité de la société se solde pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2024 par un résultat bénéficiaire de 7 928,17 €. Il se soldait par une perte de 10 478,85 € en 2023. Fait marquant de l'exercice, en 2024, la société a poursuivi son activité de gestion des mandats et de réalisation de prestations de services, assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance aux communes de moins de 2000 habitants. Au cours de l'exercice, la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine s'est vu confier les nouvelles missions suivantes. Mandat de réalisation, donc l'IFRE, extension et restructuration du collège Martin Luther King, à Fougères, extension et restructuration du collège Thérèse Pierre, et l'Ermitage, renouvellement des caissons à feu. Assistance à maîtrise d'ouvrage, donc Redon, les friches Garnier et Bretagne Porte de Loire Communauté, le bâtiment intercommunal, multiservice. En ce qui concerne le compte des résultats, le chiffre d'affaires global de la société atteint 484 147 € en 2024, soit une hausse de 11% par rapport à 2023. S'agissant du suivi et gestion des mandats, l'activité principale de la société reste à ce jour la gestion et le suivi des mandats de construction ou de réhabilitation. Les produits facturés à hauteur de 363 000 € au titre de cette activité sont sensiblement similaires à ceux de l'année précédente. Assistance à maîtrise d'ouvrage, la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine met à disposition des collectivités ses compétences pour accompagner les communes dans la résolution de diverses problématiques liées à l'aménagement et ou à l'immobilier. Au titre de ces prestations, la SPL a facturé 92 000 € en 2024 contre 59 000 en 2023, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure. Assistance aux communes de moins de 2000 habitants, au même titre que l'AMO, ce dispositif encadré permet aux communes de moins de 2000 habitants de voir des prestations réalisées par la SPL financées intégralement par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Le montant facturé en 2024 s'établit à 29 000 € contre 13 000 en 2023. S'agissant maintenant du bilan, au 31 décembre 2024, le bilan est d'un montant total de 4 697 342 €. Il était de 8 260 368 € en 2023. Les actifs immobilisés, donc les immobilisations corporelles d'un montant de 42 719 correspondent à des travaux d'agencement des locaux du siège réalisés en 2022.
Concernant les actifs circulants, l'actif circulant regroupe celui lié au fonctionnement propre de la SPL et celui lié au mandat. Les créances clients incluent notamment 330 000 factures de prestations, euros de factures de prestations non réglées au 31/12/2024 et 606 000 euros de demandes d'avance adressées au titre des mandats et non réglées au 31/12/2024. La trésorerie, donc les disponibilités s'élèvent à 3 569 000 euros au 31/12/2024. Le capital social n'a pas varié par rapport à 2024 et concernant les dettes, la société n'a pas eu recours à l'emprunt. Les dettes sont toutes des dettes à court terme et se répartissent ainsi. Donc les dettes fournisseurs, 724 000 euros pour les opérations de mandat et 402 000 relatifs à la structure. Les dettes fiscales, 57 000 euros. Et le solde relatif aux opérations en mandat s'établit à 3 308 000. Et donc, pour finir sur la délibération que j'ai perdue, qui est là. Non, c'est bon. Donc, la ville de Redon est actionnaire de la société publique locale de construction publique d'Ille-et-Vilaine. Celle-ci accompagne actuellement la ville en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage pour les projets suivants. Donc, j'en ai déjà cité 3. Puisqu'il s'agit de l'année 2024, le suivi opérationnel de la fin de la tranche 1 de la ZAC Châtel au Paty, la préparation de la tranche 2 de la ZAC Châtel au Paty et la conduite du projet Garnier. Mais il y a aussi, depuis 2025, la réhabilitation de l'école Charlie Chaplin et l'étude de faisabilité du projet du centre de loisirs La Ruche. Donc, ainsi, le conseil municipal doit se prononcer sur le rapport de gestion et la gouvernance établi par la société publique locale de construction publique d'Ille-et-Vilaine pour l'année 2024. Merci Lionel de cette synthèse. Un partenaire de la ville, et nous sommes même intégrés, puisque tu l'as rappelé, nous sommes actionnaires, et que tu es le représentant d'ailleurs de la ville au conseil d'administration de la SPL. Y a-t-il des questions ou des remarques? Madame Cheval. Juste une petite question concernant le projet du centre de loisirs de La Ruche. Actuellement, c'est à l'école Jacques Prévert. Est-ce que ça reviendra à La Ruche, du coup? C'est l'idée, hein, c'est de réintégrer La Ruche, voilà. Mais plutôt que de poursuivre des opérations de travaux discontinus, d'avoir un projet d'ensemble. Voilà ce sur quoi nous sommes, étant entendu que La Ruche est un espace remarquable, et donc c'est de préparer le retour des enfants, des animateurs et animatrices à La Ruche. Voilà. Et la SPL travaille avec son ingénierie voilà, de façon pertinente. Vous aurez à considérer ces éléments en commission, évidemment. Et c'est outre que nous sommes actionnaires, que nous sommes décisionnaires aussi dans l'orientation générale de la SPL, c'est une société publique, un partenaire fiable sur un certain nombre d'opérations que nous conduisons. Je me permets d'ajouter que je pense qu'il est important pour la ville de Redon d'être présent dans les instances au niveau du département, puisque le président de la SEM, c'est le président Chenu, qui est aussi président du département, et ça permet d'établir des liens entre les différents représentants des communes et des actionnaires. Donc je pense que d'être présent, on était présent à la SEM, maintenant on est présent à la SPL, mais ça veut dire que la ville de Redon, on en parle. Et par ailleurs, on a aussi on a des portefeuilles, puisque là, on a 5 activités. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'on travaille avec ces instances. Merci Lionel. Des questions, remarques sur le rapport, et avant de vous proposer de l'approuver? Pas de questions, remarques? Merci. Qui approuve le rapport? Pas d'abstention, pas de vote contre. Nous avons terminé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions diverses?
Madame Brault. Je voulais revenir sur un sujet que nous avons abordé en commission lundi soir. Cet été, rue de Fleurimont, un panneau a été posé par BSB Les Foyers par rapport au permis de construire et valant permis de démolir pour le projet de la maison intergénération. Je voulais savoir si les remontées des riverains avaient été prises en compte lors des 2 réunions publiques pour valider ce projet. Alors, il y a eu effectivement 2 réunions publiques. Il y a un peu plus d'1 an pour la première et une deuxième. La première a été le moment de la formulation de remarques et d'avis. L'architecte a pris en compte un certain nombre de ces remarques et a modifié d'ailleurs la physionomie générale du bâtiment. Le permis a été instruit et signé, et comme tout permis de construire, il y a des recours possibles. Donc, au moment où je parle, je n'ai pas eu connaissance de ces remontées, mais comme tout permis, on attend les remarques et on les instruira, à moins que tu aies des éléments nouveaux. Je rappelle quand même que ce projet est un projet à vocation sociale. C'est une résidence intergénérationnelle, un bâtiment qui accueillera 53 logements en direction des personnes fragilisées. Voilà, je comprends les riverains, certains m'en ont fait part directement, que je peux connaître par ailleurs, des inquiétudes légitimes quand on construit en centre-ville. Mais enfin, je reviens à la volonté de la ville que de conduire un projet ou d'accompagner un projet, puisqu'il s'est agi, rappelez-vous, d'élaborer un cahier des charges avec des orientations affirmées, volontaristes, que nous avons retenu un opérateur qui est en l'occurrence un bailleur social, adossé à un gestionnaire, en tout cas la MAPAR, qui est un acteur local. La MAPAR, c'est le foyer des jeunes travailleurs, et que ce projet, il a vocation donc à accueillir des aînés, comme on dit aujourd'hui, des jeunes et des personnes handicapées. 53 logements en centre-ville. Voilà, donc j'aime à rappeler la vocation, l'esprit même du projet, parce que je peux entendre les inquiétudes, légitimes, je le redis, mais enfin c'est un projet pour notre ville, pour habiter le centre-ville et pour des personnes qui recherchent ce type de logement et cette typologie. Avec Maria Torlet, nous le savons depuis plusieurs années. Donc, les remarques ou recours qui pourraient être faits seront pris en compte comme dans tout permis. Là, c'est le processus. Et puis, on verra ce qui sera dit d'abord et comment nous y répondrons. Mais je n'aimerais pas que ce beau projet soit ralenti. Il a mis du temps. J'avais une réunion pas plus tard que c'était hier. C'était hier. Hier, avec BSB, les foyers et la MAPAR, sur le plan de financement global de l'opération, qui est bouclé, quasiment bouclé, et c'est une bonne chose. Maintenant, c'est le mode de fonctionnement et l'accompagnement des futurs locataires, voilà, où on a s'accordé et on travaille MAPAR, CCAS et probablement autour de la table centre social, EHPAD, pour penser notamment l'animation telle qu'on l'avait prévu, puisqu'il y aurait a priori un des partenaires dans le fonctionnement qui se soit retiré. C'est ce que nous a dit hier le directeur de BSB Les Foyers. Voilà. Alors sur
sur le projet architectural, Lionel. Moi, je voulais juste dire que j'avais bien entendu la question en commission urba, donc lundi. Donc, comme je m'étais engagé, j'ai appelé l'architecte. Donc, il y a bien eu deux réunions publiques. Ici même. Hein. Ici même. Il y a eu un entretien spécifique avec un riverain concernant les ombres portées, avec modification du projet. Ça a été pris en compte dans le permis construire actuel. Donc, j'ai demandé à recevoir tous les éléments afin que j'essaye de comprendre pourquoi vous posez cette question-là. Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, donc je vais chercher. Donc, j'attends les éléments. Je lui laisse le temps de m'envoyer tous les éléments pour que je comprenne c'est quoi l'écart entre ce qui a été dit et ce qu'il y a dans le permis. Donc il doit m'envoyer ça. Donc on en reparlera à la prochaine commission urba. Attention, dans ce qu'on entend, à toujours considérer l'intérêt général et le bien commun, à vocation sociale, par ailleurs. D'autres questions, remarques? Eh bien, mes amis, chers collègues, on va en rester là. Le prochain conseil municipal, c'est le 20 novembre. Voilà. Il fera nuit à ce moment-là, je crois, quand nous quitterons la mairie. Bonne soirée à vous tous et toutes.